Salut à tous, c'est apparemment D'Artagnan. Cette fois-ci, je vais pas vous parler de jeux de rôle de trucs, je vais juste vous rassurer sur un petit point. Si de base vous êtes là pour tout ce qui est manga et autres œuvres culturelles que j'analyse dans les shorts, je compte recommencer à le faire en vidéo longue sur YouTube. J'en avais en fait écrit une sur le premier chapitre de Fire Force, je l'ai relu, ça m'a pas plu et j'ai tout effacé. Mais en tout cas, ça va bientôt revenir. À part ça, je vais pas vous saouler avec un autre truc que je fais, on va directement commencer avec le Continental classique. Avant le tout petit générique. Il y a eu 3 matchs au dernier Collision qui concernent le Continental classique, je vais donc vous en parler très vite fait ici. On va pas faire du détail de match et tout ça. Je vais juste vous donner les résultats. Pour la Ligue Gold, nous avons Will Ospreay qui a affronté Juice Robinson. C'est Will Ospreay qui a gagné. Bon, c'est clairement celui qui a le plus de momentum et qui est le plus construit. Par contre, ça va blesser Robinson. Et du coup, c'est Commander qui va le remplacer. Donc Commander commence avec une défaite. Vraiment, le respect est complètement mort. À la base, on savait qu'il lui donnait pas grand chose, mais là, c'est encore pire. Ensuite, nous avons eu Kyle Fletcher contre la bête Mortos. Encore une fois, question de momentum, c'est Kyle Fletcher qui a gagné. Et enfin, nous avons eu Kazuchika Okada contre Daniel Garcia. Et là, c'est marrant parce qu'ils ont quasiment le même momentum. Enfin, les deux sont champions. Il y en a un, ça fait un moment qu'il est champion, c'est Kazuchika Okada, c'est une légende. L'autre, c'est Daniel Garcia, il est plutôt montant en ce moment. Il a une bonne cote, il vient d'être champion, donc c'est pareil, il a un bon momentum, une bonne force. Et du coup, égalité. Donc, un point partout. Ce qui fait que les scores... Alors, je vais vous mettre les scores ici normalement. Si jamais j'ai pas trouvé le bon tableau, il y aura du Tipex sur les matchs de ce soir. Mais vous pouvez voir qu'il y a d'autres matchs continentaux. Il y en a eu d'autres encore à Rampage et tout ça. Comme d'habitude, je vous en parlerai en début de la prochaine vidéo. D'ailleurs, le show aussi fait ça. Et il commence avec un petit récap du Continental classique, les gens qui ont du momentum, ceux qui ont beaucoup gagné, etc., etc. Et on va nous parler du coup des matchs du Continental classique qu'on aura ce soir. Ça fait beaucoup de fois Continental classique pour une seule intro. En parlant de ce fameux tournoi, t'as vu, j'ai réussi à pas dire Continental classique. Nous allons parler du coup du match d'ouverture qui était Kyle Fletcher contre Shelton Benjamin. Déjà pour moi c'est exactement ça le but des Continental classiques. On a deux clans heal qui sont pas du tout au même endroit dans la carte, qui ont tous les deux leur domination, qui ont tous les deux leurs histoires en cours, qu'on n'imaginait pas se croiser parce qu'on va pas faire beaucoup de heal contre heal. Et du coup là le Continental classique c'est l'occasion de voir ces deux clans s'affronter. Et limite nous faire un peu miroiter une guerre de clans, ça pourrait être marrant. Mais c'est pas le sujet. Là on a vraiment deux types de heals qui sont plutôt des heals dominants, des heals compétitifs qui gagnent. Sauf que Fletcher c'est plutôt quelqu'un qui va utiliser de la ruse, qui va utiliser des moves un peu dirty, mais qui va être sur le ring. Shelton Benjamin ça va être quelqu'un de plus violent, de plus explosif, qui a moins de moves en dessous de la ceinture on va dire, mais qui a pas plus de pitié. Pour ce match c'est évidemment Shelton qui va être acclamé. Ça a beau être un heal, il n'est pas comme les deux autres. Il a une énergie de face qui est assez logique, on connaît son histoire, on sait que c'est plutôt un underdog. Il est facilement en face turn. On peut même limite imaginer que ce serait le premier à faire un face turn dans cette équipe pour bien plus tard, je l'espère. Pour l'instant, laissez-les se construire. Et en plus, en face, il a Kyle Fletcher qui est un des plus grands méchants ces derniers temps et qui, en plus, a l'effet d'Uncalis pour lui. C'est-à-dire, il est très facilement huable et détestable. En plus de faire un peu ses mimiques et ses trucs de petits cons, on peut le dire comme ça. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Bon, le match, globalement, je vais pas vous l'apprendre. À l'intérieur, c'est pas des peintres, il est vraiment super. On a Fletcher qui s'amuse à faire des faux rythmes, à être très lent et d'un coup à être ultra explosif. On a Shelton en face qui prend son temps pareil pour faire des grosses prises et qui appuie énormément ses coups. On a vraiment deux types de catch qui se répondent super bien. C'est un match très très sympathique. J'ai hâte de les revoir catcher parce que je sais pas s'ils sont encore très habitués à se battre l'un contre l'autre, mais ça peut promettre des très très beaux matchs pour plus tard. Et pour l'instant ça reste un bon match, un très bon match même. Mais je pense qu'ils peuvent faire mieux ensemble. Du coup le catch est très très bon, c'est très très bien comme ouverture en plus parce que les deux ont un bon momentum, ils sont dans l'histoire et il y a surtout un gros suspense en fait. Pour moi ils pouvaient mettre l'un ou l'autre en avant dans le Continental classique parce qu'étant donné qu'il y a l'effet de clan et qu'ils ont tous les deux des histoires en dehors, du coup ça n'aurait pas pété complètement leur momentum, peu importe qui c'est. Même s'il y en a un, c'est sûr, c'est pas vraiment le chef de file de son propre clan. Et même si c'est celui pour lequel le public et moi sommes pour, c'est pas forcément celui-là qui va gagner. La dernière fois, je vous avais dit qu'en ce moment, il y avait beaucoup de fins en mode décompte de 9, il revient, il se prend un coup et c'est terminé.
bah il y a un moment, Fletcher il va tenter de faire ça sur Shelton. Du coup, bah quand il va rentrer sur le ring, on va se dire bon bah voilà, il va lui mettre un coup, c'est terminé. Il lui met un coup, mais c'est pas terminé. Il y a un nearfall. À ce moment-là, le public il est 100% pour Shelton. Hein, si Shelton il fait un face turn à ce moment-là, c'est organique. Il arrive à renverser la chose et il passe même pas loin du tout de faire abandonner Kyle Fletcher dans une prise qui est très très bien vendue. Kyle il fait vraiment ce truc-là. Vraiment, aujourd'hui, il va camper le rôle du petit con qu'on est content de voir se faire punir, mais qui va quand même gagner à la fin. C'est ça la petite subtilité de son personnage pour ce soir. Je crois que je vous ai spoilé le match. Oui, il va gagner, mais avec un tombé aidé des cordes. Donc pour l'instant, le Continental Classic était promis comme le truc sans intervention, sans triche, que du combat. Bon, il n'y aura pas d'intervention ce soir, c'est sûr, il n'y a pas le droit. Par contre, pour la triche, il va falloir acheter des lunettes aux arbitres. Bref, victoire de Fletcher, c'est effectivement très logique, mais c'est un peu dommage de continuer à présenter Shelton comme le maillon faible de son équipe. Même si ça peut peut-être, comme j'en parlais, aider un face turn. Ça reste quand même dommage, en vrai. Ensuite, on a un récap du coup des derniers combats du Continental Classic, du fait que Juice Robinson est blessé, remplacé par Commander et qu'il le respecte pas. Enfin bref, ce dont on a parlé juste avant, si vous avez une mémoire. Sinon, regardez la vidéo. Encore et encore. Ensuite, nous avons Hook. Hook, il était pas là depuis un petit moment, mais là, il est là, il est très très énervé. Il cherche toujours le gars qui a frappé son père, je vous en parlais il y a quelques semaines. Ensuite, il a disparu, et là, il est re-là, et il est re-énervé. On se rappelle qu'il est énervé contre le patriarcat, hein, c'était eux qui l'avaient attaqué, Nick Wayne qui avait attaqué Hook lui-même, et Cage qui lui avait attaqué Taz, son père. Wayne avait justement demandé un match contre Hook pour le Dynamite spécial à New York, si je me souviens bien. Sauf que Hook, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'affronter directement le patriarche. Lui, il veut le top direct, tu vois. Et il dit aussi que si Wayne veut l'affronter, il l'affronte maintenant. Et c'est comme ça. Évidemment, il y a le patriarcat qui arrive. En vérité, il y a Cage qui arrive tout seul, accompagné de Mare Wayne, pardon. Il y a Cage qui arrive accompagné de Mare Wayne. Et évidemment, dans le dos, il y a Kip Sabian et le fameux Nick Wayne qui lui fonce dessus, qui le frappe, et du coup, on est sur un 3 contre 1. Enfin, au début, au 2 contre 2, Hook, il a l'avantage sur les deux goules. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis ensuite, il se déconcentre pour faire un tête-tête avec Cage, et du coup, il se fait éclater. Ensuite, il ramène une chaise, il lui met la main, ils font un concerto, mais de main. Et c'est la fin du segment sur Hook qui a mal à la main et tout. On s'imagine qu'il y a quelqu'un qui va arriver, quelque chose. Non, non, le concerto se fait, il a mal à la main, fin du segment. Ensuite, on a un Battle Royale avec beaucoup de monde. Ils sont 20, il me semble, mais personne n'a d'entrée. Il n'y a que Adam Cole qui, arrivé en dernier, lui a le droit à son entrée parce qu'on sait qu'il sera là, parce que c'est effectivement la Battle Royale qui va mener les deux qui ont gagné à la fin à un match 1 contre 1, qui va mener à un combat contre MJF pour sa bague. On imagine donc tous que Cole va gagner. Il n'y a aucun souci, c'est normal. Il est là pour ça, c'est le seul à avoir annoncé sa participation. À l'intérieur, pourtant, il y a pas mal de personnes intéressantes. Hein. On a Top Flight, Action Andretti et Lio Rush. On a Murder Machine, hein, toujours les deux membres de la Don Callis Family. On a le Boucher, carrément. Le Boucher, voilà, il a réussi à sortir de Rampage, le Boucher, il est là. Et en plus, il va faire un bon score, le Boucher. On a Evil Uno, on a, j'oublie sûrement des gens, on a Kyle O'Reilly. Là, c'est intéressant aussi, on va en parler plus tard. Bon, vous décrire un Battle Royale, surtout quand ils commencent tous sur le ring, ça va être un peu chiant. Donc on va éviter de faire ça. Ça commence par beaucoup de bordel, il y a beaucoup de gens qui se battent. C'est Evil Uno le premier à se faire sortir, parce qu'on ne respecte toujours pas le Dark Corner. Ce qui est intéressant, c'est que toujours Murder Machine est ultra bien construit. Et ça, c'est super bien. Je pense qu'il va y avoir un moment où Murder Machine va finir dans la compétition duo. Ça va être super intéressant. Parce que soit ça va être la fin complète de Private Party, soit ça va être leur ascension vers quelque chose vers un grand règne, un règne long. Parce que face à ces deux-là, il n'y a pas grand chose à faire et ils sont vraiment construits comme des monstres qui dominent tout le temps mais qui gagnent rarement. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre leur construction, mais ils sont jamais dans des trucs où ils sont réellement en compétition duo, sauf contre des jobbers, et à ce moment-là, ça passe très très bien. Enfin bref, là, il y a beaucoup de gens qui doivent s'allier pour pouvoir faire quelque chose contre eux. Donc ça, c'est intéressant. Un autre truc intéressant se passe du côté de Top Flight. Top Flight, c'est une équipe de 4. On a du coup le duo de frères, Action Andretti et Lio Rush à côté. Action Andretti et Lio Rush ces derniers temps sont devenus un peu plus méchants. D'abord c'était Action Andretti qui était plus énervé, qu'on avait marre de perdre et qui commençait du coup à utiliser un peu de stratégie, à attaquer les gens, etc. Et de l'autre côté tu avais Lio Rush qui avait accepté la carte de MVP et qui essaye de se montrer pour lui et d'être plus visible et qui du coup c'est pareil a engagé à faire ce genre de choses. On n'a pas vraiment vu les Top Flight, l'équipe, les confronter à propos de ça. Par contre là, au moment opportun, ils se sont fait trahir. Lio Rush et Action Andretti les ont sortis.
Et ça va peut-être apporter à plus de choses importantes pour cette équipe. Donc au moins, eux, ils étaient là pour développer quelque chose. On va directement passer au quatuor final. C'est donc Kyle O'Reilly, Adam Cole et Murder Machine. Donc les deux qui ont une histoire là-dedans et ceux qui sont très bien construits. Il va y avoir un match qui est plutôt intéressant, en vérité, hein, quasiment un second match. Cole va rien faire de très spécial, mais on espère le revoir encore un peu plus en forme, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il a fait des bons matchs, mais pas forcément des matchs à son propre niveau à lui d'avant. Et c'est du coup Murder Machine qui finit par se faire éliminer, et ce sera Kyle O'Reilly contre Adam Cole. Donc ça c'est pareil, c'est très intéressant parce qu'ils vont être obligés de se battre. On voit quand même que Kyle O'Reilly en a un peu marre de Cole et a envie de prendre sa place et de s'en occuper à sa place. Est-ce qu'il a assez de momentum et assez de choses à raconter pour passer devant lui dans le combat contre MJF? Si oui, ça enlève un tout petit peu le suspense sur le fait qu'MJF garde sa bague, parce que ça veut dire qu'on garde Cole au chaud pour un peu plus tard. Après, est-ce qu'on le garde au chaud pour pouvoir le laisser se remettre vraiment à niveau, parce que sinon leur nouveau match va souffrir un peu de la comparaison avec le précédent? C'est une possibilité aussi à envisager, et ce serait pas si bête de leur part d'attendre qu'il soit à 100%, sachant que ça fait déjà un petit moment qu'on attend et c'est peut-être pour ça qu'il est revenu. Bref, c'était quand même un match intéressant où il y a 2-3 choses qui se sont passées quand même en fond, donc super. Ensuite, on a un clip super intéressant de Julia Hart de la Maison Noire, cette fois-ci complètement dirigé sur Jimmy Hayter. Cette fois-ci, on voit vraiment que c'est son but. Là, au début, c'était un peu cryptique, c'était quand elle était là. Là, c'est dirigé sur elle. Des clips qui sont toujours très bien montés, très intéressants, cryptiques du genre l'introduction d'American Horror Story, tu vois. Ça m'y a fait pas mal penser. Nous avons les acclamés backstage, hein, en parlant d'équipes qui commencent à se déchirer à cause de heel turn. Max Caster, le meilleur catcheur en vie, est de plus en plus arrogant et supérieur. Et il en a même défié Swerve Strickland la dernière fois, et du coup le match va arriver juste après. Il était tout seul jusque-là en disant « les autres n'ont pas besoin, je suis la voix de l'équipe ». Je suis le chef de l'équipe, il a même dit, du coup là, ils sont un peu remontés contre lui. Billy Gunn lui fait un sermon, Bowens lui dit, tu crois que t'es le meilleur catcheur en vie, allez vas-y, va nous le prouver. Donc vraiment, Max Caster est tout seul, un peu de sa faute, et voilà, hein, moi j'ai hâte de voir le moment où ça va vraiment se déchirer, parce que Bowens va devenir une méga star. Hein. Mettez-le en avant direct, faites-le gagner cette feud dès qu'elle commence, et mettez-lui un titre dessus. Il va rester en haut pendant très longtemps, je pense. Il est trop fort, je l'adore. C'est un autre catcheur que j'adore. J'adore tous les catcheurs. En gros, les tensions dans l'équipe sont de plus en plus fortes. On repasse sur le ring où Swerve est en train d'arriver. Le public est toujours complètement avec lui, il se lève pour lui, il crie Swerve House et tout ça. Il n'y a aucune chance que ça dévie, même alors qu'il s'est fait battre par Bobby Lashley, il a quasiment pas perdu de momentum. Il est en reconstruction, mais il n'est pas en perte en fait. Il a réussi à garder son personnage. Donc ça c'est trop bien. Et de l'autre côté, t'as Max Caster qui arrive, qui rappe. Le rap est moins bien perçu par le public, qui réagissent, mais qui réagissent plus par rapport à lui que par rapport à ce qu'il dit. Donc c'est que le heel turn est en train de se faire et même le public est d'accord avec ça. Après, contre Swerve, c'est quand même vachement plus simple de te faire huer. Swerve, il va pas aimer le rap et il va l'attaquer alors qu'il est en train d'entrer. Il va le sortir du ring, il va l'envoyer de toutes ses forces contre les barrières. Max va d'ailleurs bien vendre en prenant bien mal. Là, encore une fois, hein, on est sur un match punitif qui fait plaisir. Quand, à l'introduction, on avait Shelton Fletcher, où Fletcher était le même genre de petit con très arrogant, mais qui a plus d'arguments et qui est plus mis en avant et qui finit par gagner, ce qui à la fois nous énerve et on le comprend parce qu'il est arrogant mais fort. Max Caster est ultra arrogant alors qu'il fait pas grand chose et qu'en équipe il se repose beaucoup sur son collègue ces derniers temps. Et du coup là, lui ça va être le petit con qui va être puni. Toute la frustration engendrée du premier match, là, va complètement être relâchée. Il va se faire éclater super rapidement. Il va se prendre toutes les prises, les house calls. Il va rien pouvoir faire, il aura aucune offense dans ce match. Et il va perdre super rapidement. C'est extrêmement logique et très intéressant parce que là on n'a pas un match rapide genre Jobber on reconstruit Swerve. Là on a un match rapide qui a une raison. C'était fait pour être un match rapide parce que c'est intéressant pour les deux personnages. D'un côté on a Swerve Strickland qui certes a perdu mais du coup revient un peu plus énervé, il a perdu un peu ses petits sourires, ses petites mimiques et il est prêt à s'embrouiller avec le premier gars qui lui parle mal dans les vestiaires. C'est intéressant pour son personnage qui décharge sa colère sur un catcheur. De l'autre côté, on a Max Caster qui devient de plus en plus arrogant et supérieur, qui a besoin d'être remis à sa place pour faire plaisir au public, mais surtout pour passer d'un côté un peu plus sérieux du heel turn. Et là, c'est ce qu'il fait. Il a été arrogant, il a dit à Swerve qu'il avait plus aucun momentum et qu'il était nul,
et il s'est fait complètement éclater alors il s'est acclamé le meilleur catcheur en vie juste avant. Alors du coup, il commence à partir, il passe les cordes, et toujours sur le tablier, tu vois, il s'attend, il s'arrête, il se retourne, il hésite un peu, au final il remonte et il lui fout un surf stomp, et là il s'en va. Il se dit que c'était pas assez. Et le public a adoré ça. Swerve a juste vu que le public adorait voir Max Caster s'en prendre, ce qui veut dire qu'il a extrêmement bien joué son personnage. Donc bravo à lui, ça devient un heal qu'on n'attendait pas. Je veux dire, dans l'équipe, on a toujours dit que Bowens deviendra un top face, c'est sûr. On s'attendait pas, en tout cas moi personnellement, à ce que Caster soit aussi bon heal. Il arrive à faire un truc qui est très compliqué, c'est jouissif de le voir se faire taper dessus. C'est le genre de truc qui est bête, hein, mais ça peut t'assurer une place pendant toute ta vie dans un roster. Hein. Ensuite, on a une GS dans un bar. Voilà. Il est là, dans un bar. Il est un peu énervé, et il va continuer à avoir des arguments intéressants. Cette storyline, je vous en parle toutes les semaines, et j'adore ce qu'elle fait ces derniers temps. Ces derniers temps, en fait, elle ne justifie pas ce qui s'est passé et le problème de la trahison de Cole et de comment la storyline devenue est partie en couille, hein, on va le dire. Ça prend ces éléments-là et ça les justifie. MJF, pour l'instant, c'était juste un méchant. Hein, il s'est comporté en méchant, mais ça n'a jamais été complètement MJF. Son but, c'est d'atteindre cet objectif le plus simplement possible. C'est un méchant intelligent. Et du coup, là, on va lui donner une autre dimension. C'est que c'est aussi quelqu'un qui s'est fait trahir au final. Il s'est fait trahir alors qu'il avait fait un face turn, il était du côté de Cole et Cole l'a trahi d'une manière terrible. Il l'a éclaté et là il en parle. Là il dit mais pourquoi ce serait toi le gentil? Alors moi je suis en mode putain ça fait une semaine que j'ai compris qu'il était face et en fait t'as le heel qui dit qu'il est heel et que lui le heel il est face. Ça brouille les pistes justement parce qu'elles étaient floues avant. Ça en joue. Ça c'est bien. Mais il s'arrête même pas là. Parce que du coup, il dit, regarde, à cause de toi, t'as Strong qui est blessé, à cause de toi, t'es en train de t'engueuler avec toute ton équipe, à cause de toi, tu m'as enlevé le championnat, et du coup, c'est techniquement de ta faute si les Death Riders, aujourd'hui, sont les champions et foutent le bordel. Il en vient à la MJF. Donc bon, il brouille un peu les pistes, tout en restant un petit peu gris et en disant pas que des trucs intelligents. Bref, c'est toujours gris, Adam Cole, est-ce qu'il est face? En tout cas, Kyle O'Reilly, lui, l'est. Et s'il y en a un que j'aimerais voir ressortir vainqueur de ce petit trio, c'est lui. C'est lui qui en a eu le moins en termes de carrière et qui en mérite beaucoup plus. Les autres sont à la hauteur qu'ils sont censés être, hein, top star et tout, il n'y a aucun souci. Kyle O'Reilly ne l'est pas, alors que j'adore Kyle O'Reilly. J'adore tous les gadgets. On continue avec Pac contre Jay White. C'est acté depuis Full Gear que Jay White se rapproche du titre mondial de la Big Picture du Main Event. Et c'est du coup dans ce but-là qu'il commence à grimper un peu les échelons des Death Riders, j'ai envie de dire, en affrontant Pac. Jay White, lui, il arrive complètement seul, hein, parce qu'il n'y a plus personne de son clan, ils sont tous blessés ou pas là, etc. Donc Jay White complètement seul contre Pac, qui lui arrive avec Wheeler Yuta. Alors Wheeler Yuta le rejoint. Quelque chose comme ça. Ce match va être très intéressant parce que Jay White va globalement complètement le dominer. Il n'y a pas qui va avoir très peu d'offense quand il pense, très peu de grosses offenses. Dès qu'il va vouloir installer un peu son catch, commencer à faire ses prises qu'on connaît bien, comme le suplex après le rebond contre les cordes et ce genre de choses, mais il arrive à faire une, deux prises et ensuite il se refait enchaîner et il y a Jay White qui a de nouveau un contre un peu magique et qui reprend l'ascendant, complètement porté par le public, hein, qui est complètement d'accord avec ce qui se passe. La quasi-entièreté des enchaînements sont remportés par Jay White, qui n'a qu'une seule chose qu'il n'arrive pas à faire, c'est placer son finisher. Pac va du coup être obligé à plusieurs moments de sortir du ring, soit pour échapper justement au Blade Runner, soit simplement pour casser l'enchaînement ou le momentum de White. Et vraiment, il va faire ça plusieurs fois, il n'y a aucun moment où ça va clairement être lui qui a le dessus sur l'autre. Sachant que Pac a toujours été construit très fort, en tout cas depuis son retour, il n'a pas perdu beaucoup de matchs. Hein. Le seul moment de réelle domination, c'est quand il va réussir à placer son brutalizer sur Jay White. En plus, il le porte debout, c'est très visuel, il est tout autour de lui, on dirait vraiment un serpent qui commence à le tenir. Mais Jay White, il arrive à se relever, il rampe et il n'y a qu'au moment où il s'écroule qu'il s'attrape à la corde. C'est un moment très sympa, vraiment très visuel, qui je pense se revoit bien. Ensuite, Pac va en profiter pour distraire un peu l'arbitre afin que Yuta puisse attaquer Jay White. Il va d'ailleurs carrément lui placer le Busai Kuni et on le renvoie sur le ring. Donc là, on se dit, allez, hop, c'est terminé. Jay White, il va se faire avoir. Les Death Riders, c'est toujours comme ça. Sauf qu'au moment où Pac lui fonce dessus pour mettre le coup final, il arrive cette fois-ci pour la première fois du match à placer son Blade Runner. 1, 2, 3, il arrive à le battre. Évidemment, t'as Yuta qui va se ramener, il se mange aussi un contre, il se fait étaler. T'as Marina Shafir qui arrive du coup toujours avec la valise juste devant Jay White. Les deux commencent à se tourner un peu autour
Et bim, t'as Jon Moxley qui arrive par derrière et qui cette fois-ci fait vraiment un vrai coup à Jay White qui tombe. Il se fait largement tabasser par du coup tout le groupe sauf Castelloni parce qu'il a un match ce soir. Et du coup il s'apprête à partir. Au moment où Moxley s'apprête à partir par le public, par les rangs, on entend sa musique et c'est Adam Page qui arrive. Là encore une fois, il avait à la base une feud contre Jay White, mais les deux semblent se diriger plus ou moins vers la big picture, donc on s'attend évidemment à un trio à un moment ou à un autre pour le titre. Du coup, tu as Jon Moxley qui rebrousse chemin et qui se rapproche de lui. Les deux se rapprochent, mais ils ont même pas le temps de se rapprocher de plus de 5 mètres qu'il y a un Tekos, un gars en habit de cameraman, qui saute sur Jon Moxley et qui commence à l'étrangler avec le câble. Du coup, il commence à se défendre, on lui enlève sa capuche, et en fait, c'est Orange Cassidy. Je sais pas, il a peut-être pas assez d'argent, peut-être qu'il comptait sur la ceinture pour se refaire, du coup, il se fait un peu de thune à côté, quoi. Mais là, c'est une faute professionnelle, il va peut-être pas garder le job. Bon, ça se rapproche du ring, ça part en bagarre, c'est évident, tout le monde se tape dessus, mais commence à y avoir un léger avantage pour ceux qui ne sont pas les Death Riders, jusqu'à ce que cet avantage se concrétise réellement, qu'ils soient tous sortis sauf Jon Moxley, et que chacun des trois, donc Page, White et Cassidy, place leur finisher. Ils se retrouvent tous les trois un peu en triangle sur le ring à se regarder, à pas savoir s'ils sont en alliance, en feud, on sait pas vraiment ce qui se passe entre chacun. Est-ce que cette alliance de circonstances va pouvoir aller plus loin? Est-ce que ça vaut quelque chose? On sait pas encore où on se dirige et eux non plus ne semblent pas savoir. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que Moxley qui s'en va et qui est sur la rampe, on voit dans le fond Cage comme ça avec sa mallette juste qui passe. Il regarde comme ça, c'est vraiment genre Gargamel, tu vois, le méchant de dessin animé qui regarde comme ça, au cas où. On sait jamais, il y a peut-être une occasion. Très bon segment qui se conclut comme ça, par un désavantage net de Moxley, ce qui est assez rare. On l'a vu décontenancé, surpris par Cassidy, mais c'est la première fois qu'on le voit vraiment en difficulté. Ensuite, nous avons un segment backstage où Jimmy Hayter dit qu'elle commence à en avoir un peu marre de se prendre des coups de pression gratos. C'est-à-dire que l'autre, là, elle arrive, Julia Hart, elle lui fait des vidéos sur elle la coupe, elle lui dit prépare-toi, alors que Hayter, elle est en mode, moi déjà je la connais pas, je suis venu pour me battre, je suis venu pour les titres, bon, qu'est-ce que tu fais quoi? Elle se dit qu'elle est prête à affronter Julia dès qu'elle en a envie, mais vu qu'elle sait que Julia ne voudra jamais l'affronter, elle dit Hart, fais très attention, dès ton retour, dès qu'on va te revoir, je vais directement te sauter dessus. Du coup, ça annonce déjà pas mal de choses pour la suite, c'est intéressant. Nous avons ensuite un segment un peu hallucinant où Chris Jericho, en mode reporter, breaking news et tout, nous parle juste des prochains shows. Il va y avoir un truc à New York, il y a All In dans quelques mois, il y a World's End à la fin du mois, il y a ça. Enfin, réellement, juste, il vient nous faire de la pub en mode breaking news, attention. C'est... Bon, j'ai la critique facile avec Jericho, en vrai c'était marrant. Nous avons ensuite un joli segment en mode court-métrage, cowboy, western. On est devant un saloon, dans un désert, un petit coin paumé du Texas, où il y a deux cowboys qui avancent et qui sont en mode mais il est de retour, c'est le plus grand bandit, il est de retour. Qu'est-ce qu'il va faire s'il arrive? C'est le retour du chaos, attention. Et bim, on nous placarde l'affiche de Bandidos. Bandidos. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit Bandidos, c'est sûrement Bandidos, du coup. Bon, il est de retour, enfin pas tout de suite, mais en tout cas il arrive. Et du coup vous allez pouvoir m'entendre dire une toute nouvelle phrase, j'adore Bandidos. On a de nouveau un match féminin, et ça je suis content car Penelope Ford va faire un combat contre Anna Jay. Anna Jay qui a quand même un petit momentum en ce moment, même si elle a perdu que contre la championne, donc ça va. Et de l'autre côté, on a Penelope Ford qui m'a beaucoup impressionné depuis son retour, je l'avais pas vu avant, je la connaissais pas, et que je trouve athlétiquement absolument irréprochable. En tout cas dans tous les matchs que j'avais vus d'elle. Ouais, faut en parler. Bon, la domination de Ford est assez visible, ça c'est sûr, mais j'ai trouvé Anna Jay vraiment en dessous lors de ce match, quoi. Je veux dire, pour ses derniers matchs, elle m'avait impressionné. Anna Jay, depuis son retour du Japon, c'est vrai que athlétiquement, elle est quand même bien meilleure. Et sur le ring, ça voit, il y a une vraie différence. C'est dommage qu'ils aient pas montré ça par un changement de costume, par un changement de musique, etc. Mais bon, on a déjà le début de quelque chose. Là, ce match-là, ça ressemble beaucoup à ses anciens matchs. Il y a pas mal de moves un peu floppy, 2-3 trucs un peu ratés. C'est dommage. Et on connaît les vraies compétences de Penelope Ford. Alors,
Peut-être que les deux ça fonctionne pas très bien ensemble, hein. Ça peut être juste ça. Au final, ce sera quasiment tout le temps Penelope Ford qui aura le dessus, sauf quand elle tente son finish depuis la 3e corde. De dos, elle plonge. La première fois, elle essaye, Anna Jay la fait tomber sur le poteau et réussit à reprendre l'avantage pour la première fois. La 2e fois, elle essaye, Anna Jay l'esquive et Anna Jay reprend l'avantage pour la 2e fois. Et à part ces moments-là, et c'est un peu bizarre du coup qu'elle le retente à chaque fois, mais à part ces moments-là, vraiment, elle domine tout le temps. Donc Penelope Ford est clairement meilleure, hein, ça y a aucun souci, il y a aucune domination qui tient très longtemps contre elle, elle trouve toujours quelque chose, ça y a pas de souci. Puis un moment, un peu de nulle part, enfin j'ai trouvé, Anna Jay réussit à la faire tomber la tête contre les cordes ou la gorge, enfin vraiment la faire tomber violemment contre les cordes. Elle lui fait un tombé rapide et un 2-3 et elle a gagné. Bon, ça manque un peu de respect pour Penelope Ford qui vient à peine de faire son retour, c'est un peu dommage. Après, c'est sûr que c'est une défaite où elle a été construite extrêmement forte. Elle est pas genre, elle s'est jamais fait dominer et tout, mais ça reste une défaite contre la prochaine personne qui risque de perdre contre Monet. Je veux dire. En plus, elle va même pas respecter Ford, elle va directement prendre le micro pour demander à Mercedes de venir. Mercedes Monet va venir effectivement, sans personne depuis le problème avec Camille. Monet va être plutôt intéressante au micro, enfin comme elle l'est toujours au micro, hein, elle va dire bah déjà qu'est-ce qui te fait penser que toi tu peux me battre alors que Statlander n'a pas pu. Alors, et c'est vrai que Statlander dès qu'il arrivait elle était quand même vachement plus haute dans la carte que Anna Jay, tout de suite, ça c'est vrai. Et puis elle lui dit aussi de si elle veut vraiment un title shot, bah elle a qu'à revenir dans 10 ans quand elle aura fait quelque chose pour l'industrie du catch. Ça a été un pic qui était violent et le public a beaucoup réagi à celui-là, Anna Jay aussi, étant donné qu'elle l'a directement baffé. Donc voilà, on a quelque chose qui commence entre les deux. Enfin, quelque chose qui commence et qui va finir. Parce que le plan d'après, littéralement, sur un RTV Next, c'était très marrant. C'était, bim, le match est annoncé pour les deux. Je crois au Dynamite de Noël. Je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, mais il me semble que c'était au Dynamite de Noël. Et ensuite, on a un match que j'ai trouvé fascinant, mais que je ne saurais pas vraiment vous décrire. Je vous avoue que c'est le main event, c'est le plus gros match du show, et pourtant c'est celui sur lequel j'ai le moins écrit. Parce que j'étais genre passionné par ce qui se passe. Et pourtant c'est pas le type de match que j'aime beaucoup normalement, je vais vous expliquer. Déjà on a Claudio Castelloni, vous connaissez mon amour pour Castelloni, je pense que vraiment, si j'ai le temps cette semaine, je lui fais un générique, hein. Je vous jure que je vais le faire. Je vais le faire contre Brody King pour le Continental Classic. Ce qui est intéressant, déjà de 1, ils sont déjà affrontés au dernier Continental Classic. Et c'était Brody King qui avait gagné. Et il me semble que c'était à l'époque où ils avaient du momentum pour passer champion trio, ou alors ils étaient champion trio, ou ils venaient de l'être. Mais c'était dans les alentours de cette époque. Donc ça c'est intéressant parce que cette fois-ci, alors qu'ils se revoient, Claudio est champion trio. Et ça va peut-être nous donner des indices pour la suite. Ce qui fait que dans ce match, je n'ai rien écrit, c'est que j'ai complètement regardé parce que les deux ont une capacité à rendre leur coup impactant qui est magistrale. Chaque coup, chaque prise, parce que ça ne va pas être que des gros coups, parce que c'est des big men, mais c'est parmi les meilleurs big men. Tu vois, genre, le finish de Brody King, tu dirais il est pas très agile, son finish ça va être je porte, je lance. Son finish, c'est le cannonball. Et l'un des meilleurs de l'industrie en plus. Hein. Tout est impactant, tout est aussi dans un bon timing. Il y a Brody King qui fond sur Claudio qui est dans le coin, et Claudio il fait juste un drop kick bas pour que Brody King il tombe et il a la tête pile contre le dernier coussin de la dernière corde. Je veux dire, pour avoir une telle conscience des corps, du timing, du moment, il faut vraiment être très très fort. Et ce match, ce n'est que ça. C'est des gens qui montrent qui font du catch, j'ai envie de dire du catch le plus américain possible. Je suis même pas sûr que l'un des deux, Brody King doit être américain, Claudio est suisse, mais c'est vraiment du catch à l'américaine, avec de l'impact, du temps, des prises, mais pas de grosses choses très impressionnantes comme on pourrait avoir au Japon, et pas quelque chose de flamboyant comme pourrait y avoir au Japon, je dirais. Tu vois ce que je veux dire? Si vous êtes un immense pro de catch et que vous voulez m'insulter, je suis désolé, expliquez-moi en commentaire en quoi j'ai complètement tort, mais c'est mon avis. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'audio et tout le Bullet Club ont gardé du coup des prises de Danielson. Il y a eu le Busai Kuni, là il y a les marteaux du Blackpool, ça aussi c'est pareil, ça s'est passé alors que lui n'est plus là. Et c'est vrai qu'il a été vendu comme quasiment leur entraîneur avant le turn. Je n'ai pas vu dans ce match de domination claire, à tel point que vers le milieu, j'étais quasiment sûr que ça allait finir en égalité. Mais il y en a un des deux qui est quand même vachement plus vu favori pour ce tournoi, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ah oui, il y a aussi eu une superplex que j'ai trouvé beaucoup trop rapide. Après, j'imagine bien qu'entre les deux, ça doit être compliqué. Vous avez vu que Claudio a réussi à lui lâcher quand il jette et qu'il fait une manchette juste après? Incroyable. Brody King, je n'imaginais pas qu'il pouvait sauter aussi haut. Hein. J'imagine qu'à force de faire des cannonballs, tu vois, tu dois avoir la... Ah, bref. Il y a un moment où Brody King commence à être
un peu en galère, c'est juste après une bonne domination où ils sont en extérieur du ring, ils posent Claudio sur une chaise et ils s'apprêtent à lui plonger dessus. Évidemment, Claudio réussit à l'esquiver, il remonte sur le ring et il y a le décompte hors du ring. On arrive à 9. Moi, j'en ai un peu marre de ces finishes où c'est à 9, il remonte, il lui met un coup, c'est fini, voilà, bref. Donc là, je m'attends à ce que ce soit ça. Et sauf que au moment où, du coup, Claudio arrive pour placer ce fameux coup pour gagner, il y a Brody King qui lui place une magnifique lariat où il tombe avec lui, c'est très bien fait, ça fait presque un compte de 3, mais ça ne suffit pas. Ce qui fait que, après que les forces se soient réégalisées, Claudio distrait l'arbitre et en profite pour mettre un logo. Donc c'est le deuxième match avec triche du Continental et c'était que ce soir. Au final, Claudio a gagné et ça s'arrête là, sans plus gros face-off entre les deux champions de trio. Mais j'ai l'impression que ça va se diriger dans ce coin-là. En tout cas, j'espère. J'espère voir un moment Death Rider, Maison Noire, ce serait magnifique. Et Malakai Moxley aussi. Ce serait une opposition de style coup de poing contre coup de pied, tu vois ce que je veux dire? Bah voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que beaucoup de mes conclusions c'était super, mais ça manque de catch féminin et il y a 2-3 trucs qui n'ont pas été mis en avant. Là, cette fois-ci, on a eu plus de catch féminin. J'ai placé une réserve sur Anna Jay, mais c'est vraiment que sur elle, donc une femme sur 4, tu vois. En plus, on a parlé des 2 titres, on a vraiment parlé de tout le monde, donc ça, c'était très très cool. J'ai beaucoup aimé les segments. Il y a l'histoire de Adam Cole contre MJF qui prend plus de sens. C'est vrai que ce qu'ils doivent faire, c'est un peu de la communication de crise, où ils doivent reprendre une histoire que tout le monde a lâchée et qui a perdu du sens et en faire quelque chose. Mais je trouve qu'à force, là, c'est la 3e semaine où ils se concentrent sur redonner du sens à cette histoire et je trouve que ça fonctionne. C'est intéressant et on a quelque chose qui réussit à reprendre une cohérence sur, en fait, l'histoire, c'est Adam Cole qui a pété un câble et qui continue de péter un câble. Et ça emporte un peu tout le monde avec lui. Et en plus, en face de lui, c'est le MJF qui est redevenu le pire être à cause du pétage de câble de Cole qui était dû au fait que c'était déjà le pire être avant. Bon, c'est compliqué, on est d'accord, mais c'est mieux. Tout ce qui se passe autour de la ceinture, c'est toujours très intéressant. C'est toutes les personnes qu'on se disait, lui, il sera champion dans pas longtemps qui arrivent. Enfin, quasiment toutes les personnes, en tout cas les plus proches de ça, qui se ramènent pour, du coup, 4 personnes qui tournent autour du titre. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup chez AEW. Il n'y a jamais une seule personne qui chasse le titre. Et ça, c'est super bien. C'est qu'il n'y a pas un concurrent. Des fois, il y en a un seul. Sauf que même quand il pense, il n'y avait que Orange Cassidy pour le match. On est d'accord. C'était le seul à parler du titre. On est d'accord. Il y avait toujours Christian Cage quelque part. Toujours quelque chose, il y a toujours plusieurs personnes pour le titre mondial, pas forcément pour les autres, et du coup ça le renforce réellement. Genre ça a vraiment un prix qui, en plus avec Moxley, est vendu comme non seulement t'es le meilleur, mais aussi t'es au contrôle de AEW. Et ça c'est une histoire qui est vraiment intéressante. J'adorerais qu'il continue à développer le pouvoir qu'a la ceinture. Est-ce que le gars qui a la ceinture, il a vraiment tant de pouvoir que ça, il peut faire tant de choses que ça? C'est quelque chose qui serait intéressant de continuer. Bref, je vous ai tout dit, j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo, j'ai adoré ce Dynamite, j'espère vous revoir les semaines prochaines. J'avoue qu'il n'y aura sûrement pas de vidéo les 2 semaines autour de Noël, bon ça vous y attendez bien, mais ce sera pour revenir plus fort. Va peut-être aussi y avoir un changement dans comment je poste mes vidéos, enfin normalement je les poste le jeudi après-midi, là ça va peut-être passer à lundi juste avant, bref, je vous tiens au courant si jamais ça se passe. Et puis on se revoit au moins la semaine prochaine, peut-être si je fais 2-3 shorts entre temps. N'hésite pas à aller voir sur mes autres réseaux. Et puis passe une bonne semaine. Ciao.